Oui, bonjour, donc bienvenue à cette table ronde sur les usages de la 5G dans la ville dite décarbonée. Donc pour en parler avec moi aujourd'hui, il y a Bertrand Serpe, donc vous êtes vice-président de la métropole de Toulouse en charge du numérique. Stéphane Allaire, vous êtes responsable du programme 5G de Bouygues Télécom et vous étiez auparavant le patron d'Objet News, qui était la structure de Bouygues Télécom en charge de l'IoT, de l'Internet des objets. Emmanuel Pugliesi, vous êtes le patron du B2B d'SFR Business. Et Franck Bouettard, vous êtes le PDG d'Ericsson France. Donc ça fait maintenant près d'un an que la 5G est arrivée en France. Donc elle arrive progressivement, d'abord essentiellement dans les centres-villes des grandes métropoles. Cette 5G, elle est assez différente de la 4G, je le précise en préambule, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais elle n'a pas été, outre le fait qu'elle permet d'avoir davantage de débit, elle a surtout des caractéristiques qui sont particulièrement utiles au B2B. Donc j'en citerai trois. Il y a d'abord une latence extrêmement faible qui fait que les communications sont quasiment instantanées. Le network slicing, un nom un peu barbare, mais qui permet d'allouer en fait une partie du réseau à des usages critiques. Et le troisième, qui m'échappe, la bande passante. Voilà. Et donc, pour commencer, la 5G a suscité, bien avant même son lancement en France, de nombreux débats. Donc certains estimaient qu'on n'avait pas besoin de cette technologie, qu'on allait voir arriver des usages particulièrement énergivores et qu'en gros, ça finirait par nuire à la planète. Franck Bouettard, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Certains avaient cette posture-là et d'autres, comme vous, estiment qu'au contraire, il faut savoir en saisir les opportunités pour développer des usages davantage bas carbone. Bon, merci de m'avoir invité. J'aimerais commencer par une position un petit peu générique sur les technologies de l'information et des communications. On a une tendance à souvent croire que ce sont des entités génératrices de beaucoup d'empreintes carbone. La réalité, c'est que 1,4% de l'empreinte carbone mondiale est générée par les technologies de l'information et des communications et 3,6% de la consommation énergétique. Et depuis 2010, c'est stable. Avant 2010, il y avait une corrélation entre ces éléments-là, le trafic, le stockage de données. Depuis 2010, les technologies ont été faites pour stabiliser cette courbe. Globalement, je parle, évidemment. Et par contre, ce sont des technologies qui permettent aux grandes masses de réduire 15% de l'empreinte carbone d'autres industries. 1,4% d'un côté stable, 15% de l'autre côté. On aurait tort de s'en priver. Un premier commentaire. Deuxième exemple, des exemples concrets. Vous faites un aller simple Paris-New York, c'est 50 ans d'utilisation de votre téléphone portable. 50 ans, en termes d'énergie consommée. Vous regardez un écran plasma chez vous, un grand écran plasma, c'est comme s'il y avait 50 personnes dans votre salon qui surferaient sur Internet, en consommation énergétique. Vous regardez un film HD sur votre portable pendant 1 heure, vous consommez moins d'énergie que la bouilloire va utiliser pour chauffer le thé que vous allez boire pendant que vous regardez le film. Donc il faut remettre les choses en perspective un petit peu. Donc la 5G maintenant par rapport à ça, le trafic est à peu près multiplié par 2 tous les ans, mondialement. Là, des données sur les réseaux mobiles. Par exemple, on voit là que sur le 3e trimestre 2021 dans le monde, le trafic sur les réseaux mobiles est égal à la somme de tous les trafics jusqu'en 2016, cumulés des années précédentes, pour vous dire à quelle vitesse ça s'accélère. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Si on ne fait rien, la 4G ne va plus pouvoir absorber ce trafic, mais en plus de ça, va consommer plus d'énergie. La 5G a été designée dans sa structure et dans son architecture pour consommer moins d'énergie, dans un ratio de 1 à 8. Donc si le trafic est multiplié par 2, mais que la consommation énergétique est divisée par 8, faites le calcul. La 5G a été créée pour réduire la consommation énergétique. Donc on ne peut pas juste dire avec la 5G on consommera plus. Ça n'a pas été fait pour ça, quoi. Voilà. Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord avec Franck? Est-ce que d'après vous, voilà, il y a quand même toujours aussi cette inquiétude, notamment des écologistes, et de dire oui, mais on ne sait pas les usages qui vont être déployés demain. On va se retrouver avec des usages qui vont être calibrés pour la 5G et qui vont être sensiblement plus énergivores qu'avant.
Il y a plusieurs, déjà je suis 100% d'accord, et il y a plusieurs phénomènes qu'il faut avoir en tête. Déjà, il y a un premier sujet, c'est la sobriété numérique. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation qu'on doit avoir auprès des consommateurs, auprès des plus jeunes. Si on prend les chiffres de 2020, les jeunes de 16 à 24 ans, je crois, ont consommé en moyenne 4h23 d'Internet par jour. Donc là, c'est un travail déjà en tant que parent, en tant qu'acteur public, de pédagogie et d'éducation. C'est le même sujet que sur la voiture, tous ces sujets-là doivent être adressés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un marché français particulièrement qui est un marché d'abondance, à différence d'autres marchés, qui s'est développé du fait d'une concurrence qui a été très forte. Donc on a d'abord un premier point qui est la sobriété numérique, c'est la responsabilité du consommateur. Ensuite, quand on met en place des systèmes comme la 3G, la 4G, la 5G, il y a toujours des inquiétudes. C'est normal, l'innovation fait toujours un petit peu peur. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est d'abord un énorme vecteur de création d'emplois. Parce que derrière, quand on met des autoroutes pour l'information, on donne la possibilité à des acteurs de créer des entreprises autour de ces domaines-là. Il n'y aurait pas Uber s'il n'y avait pas la 4G. Il n'y aurait pas Spotify ou Deezer s'il n'y avait pas eu la 4G. Donc toutes ces technologies qu'on met sur le marché sont des technologies qui sont là pour faire de la promotion et aider à la création d'entreprises. Et je pense qu'on en a besoin, de la création d'entreprises. Et c'est vrai qu'on a eu au lancement de la 5G des moratoires et des choses comme ça, mais quand on bloque l'accès aux nouvelles technologies de l'information sur un territoire, on bloque l'accès à des perspectives de développement aussi par des petites startups qui vont se créer, des étudiants qui sortent de l'école ou des entreprises un peu plus lourdes qui veulent innover. Ça, il faut pas le mettre de côté. Autre point à intégrer, c'est que la 5G, c'est aussi un levier pour développer tout l'univers autour de la Smart City. La gestion du trafic dans la ville, qui mécaniquement est un vecteur d'amélioration de la consommation d'énergie et donc de l'émission de gaz. Le développement des capteurs sur le territoire pour mesurer la présence de dioxyde d'azote émis par les éléments. L'amélioration de la vie au sein du bâtiment. Quand je peux avoir des capteurs d'eau, de relevés d'eau communicants, mécaniquement, je peux mesurer la consommation, mais je peux aussi détecter une difficulté sur souvent cet exemple-là qui m'a été remonté. On peut, en mettant des capteurs de mesure de consommation chez une personne fragile, s'il n'y a plus de consommation, c'est qu'il y a un problème. Donc je dois réagir. Donc la 5G est un vecteur de développement du bien-être aussi. Il faut juste savoir bien le prendre, utiliser les technologies pour développer des choses positives. Naturellement, après, les choses peuvent être pas bonnes. On peut favoriser la surconsommation de télévision, mais ça a toujours existé. Donc c'est la pédagogie qui est aussi essentielle. Très bien. Stéphane, je vous donne la parole rapidement sur ce sujet-là, parce que moi, je n'ai pas oublié les propos d'Olivier Roussat, c'était au moment de l'attribution des enchères 5G, dont vous vous rappelez certainement, qui expliquait que l'empreinte carbone, en tout cas la consommation d'énergie allait exploser avec la 5G. C'était dans un contexte aussi où à l'époque Bouygues Télécom cherchait à reporter peut-être, en tout cas les enchères de fréquences. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? En fait, je suis d'accord avec Franck et ce qui était dit par les personnes autour de cette table, c'est qu'aujourd'hui, oui, la 5G, ça va faire bénéficier. Je donne un chiffre chez Bouygues Télécom. On a augmenté notre data par 2,2 en 4 ans et on a augmenté notre empreinte carbone de 7%. Donc c'est bien ça. C'est aujourd'hui, grâce à cette technologie, qu'on arrive à suivre une évolution data. Et je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit sur la consommation. Nous, je vous avouerai qu'en tant qu'opérateur, on est des humbles apporteurs de gros tuyaux. Et c'est les gens qui en font les usages. Imaginez, il y a 10 ans, on lançait la 4G. Les gens n'utilisaient pas leur téléphone pour regarder des séries, écouter de la musique. Aujourd'hui, moi, je prends souvent les transports en commun. Les gens sont tous sur leur téléphone en train de regarder des vidéos. La 5G, il y a de nouveaux usages qui vont arriver. On ne les connaît pas tous encore. Mais ce n'est pas les opérateurs qui allons les inventer. C'est des gens, vous avez Facebook qui parle de Metaverse. Tout ça, ça va être des univers immersifs où il y aura besoin de beaucoup de data. Donc on parlait d'éducation des gens, ça c'est important. Et je vous donnais juste un exemple très concret de la 5G, son côté utile. La crise sanitaire l'a montré, la liaison numérique entre les gens est importante. Et je vous donne un exemple, ce n'était pas à Toulouse, désolé, c'était à Bordeaux. C'était pendant la crise sanitaire, il y avait l'hôpital de Bordeaux qui m'appelle et il nous dit « on a un problème, nos réseaux sont saturés ». Il y avait tellement de gens à l'hôpital, il y avait tellement de médecins. Il dit « les réseaux sont saturés, est-ce que vous pouvez nous apporter de nouveaux tuyaux ?» Et là, on a vraiment joué le rôle de la 5G, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec des routeurs,
on a fait ce qu'on appelle du Fixed Wireless Access, c'est-à-dire qu'on a connecté l'hôpital à l'Internet, mais plus en utilisant la fibre qui était saturée, mais en utilisant le 5G. Et là, ça a très très bien marché, ça a désaturé l'hôpital, mais surtout maintenant, ce que me dit le DSI de Bordeaux, il dit j'utilise maintenant ces routeurs pour les centres de Covid, les centres de vaccination, les centres de dépistage, et parce que la 5G, c'est aussi la possibilité d'apporter du débit et des tuyaux, mais pour des usages qui sont quand même malgré tout très utiles à tous. Bertrand Serpe, alors vous, à Toulouse, je crois que vous n'avez pas fait de moratoire sur la 5G, donc j'imagine que vous avez une appétence particulière envers cette technologie et les technologies au sens large. Non, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Alors le cas de Toulouse est un petit peu particulier parce que tous ces sujets, on les avait déjà abordés, on va dire, de ce que vous nous appeliez tout à l'heure la Smart City, donc la ville intelligente qu'on appelle maintenant la ville durable et innovante, qui est la suite, puisque pendant 5 ans, avec notre projet Smart City, on a investi 500 millions d'euros en expérimentation, en innovation. Et bien sûr, tout naturellement, l'ADN de cette ville, c'est la data, la donnée, historiquement, et puis c'est devenu aussi quelque part notre marque de fabrique à Toulouse. Et bien rapidement, ce qu'a souhaité le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qu'on a consulté les citoyens, près de 300 000 citoyens sur 5 ans ont été consultés sur ces sujets et ces nouveaux usages. Parce que la question, c'est, vous le disiez à l'instant, c'est ces nouveaux usages. Donc la 5G, lorsque effectivement les licences sont arrivées et que les opérateurs ont acheté ces licences, ça a été beaucoup plus facile pour nous de pouvoir, puisqu'il y a eu cette appropriation finalement de ces expérimentations, de pouvoir travailler sur des cas d'usage et des use cases particuliers. D'ailleurs, on a commencé avec SFR, puisque ce sont les premiers qui sont venus nous voir. Il se trouve que c'est eux et que j'ai reçu personnellement sur Francasal, le site de Francasal, pour des expérimentations un petit peu B2B, hein, c'était pas du grand public, mais on a commencé à travailler dans l'acceptabilité de ces usages et puis bien sûr elle s'est développée. Alors effectivement la santé est on pourrait citer aussi la télémédecine. Toulouse a été pionnier en télémédecine aussi, donc les usages de la 5G et notamment avec le sujet de l'intelligence artificielle que l'on porte sur notre territoire, puisqu'on est un des 5 territoires labellisés par l'État sur l'intelligence artificielle avec notre projet Anity. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement augmenter ses capacités pour donner plus de voix, j'allais dire, à des nouveaux usages qu'on crée pour la ville de demain, que l'on souhaite durable et innovante. Et vous l'avez rappelé, la consommation de la 5G est quand même à relativiser par rapport à son usage. Merci. Franck, dans quelle mesure la 5G peut permettre de diminuer l'empreinte carbone et je pose la question directement, est-ce qu'il y a besoin d'encadrer d'un point de vue même politique, en fait, les usages de la 5G. Alors je sais que du point de vue des équipementiers et des opérateurs, on veut plus de régulation. On estime qu'il y en a déjà suffisamment, mais malgré tout, est-ce que ce serait pas, intéressant d'encadrer un petit peu les usages pour les cadrer justement, pour éviter qu'on ait des usages beaucoup trop énergivores qui explosent ces prochaines années. D'accord. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Je vais les prendre une par une. La consommation énergétique, donc sur le grand public, j'en ai parlé précédemment. On pourrait discuter de savoir comment c'est faisable, mais la technologie le fait. Mais comme on est plutôt dans le B2B, je vais donner des exemples dans la partie entreprise. Vous prenez les problématiques des transports. 21% de l'empreinte carbone mondiale est générée par les transports. 21%. Imaginez maintenant que vous avez des véhicules autonomes, ou au moins qui sont centralisés en termes de contrôle, et également de l'intelligence artificielle. Donc vous allez réguler le transfert et l'itinéraire des différents véhicules pour éviter qu'ils s'arrêtent, qu'ils accélèrent en permanence. Réduction de consommation énergétique entre 6 et 7%. On a fait des tests, nous, avec des bus en Suède, autonomes. Dans ce périmètre-là, on a bien trouvé 6-7%. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, le plus grand générateur d'empreinte carbone au monde, c'est la production d'énergie. C'est 66% de l'empreinte carbone mondiale qui est générée. Si on veut passer d'énergie carbonée avec des centrales de production localisées à des énergies vertes qui sont extrêmement décentralisées, éoliennes, solaires, il faut construire des réseaux de connexion et un grid pour collecter en temps réel les besoins de consommation
et activer les bons éléments de production. Il vous faut un réseau de télécom pour ça. Si vous n'avez pas un réseau de télécom temps réel, vous ne pourrez pas exploiter une grille ou une grid de production d'énergie verte distribuée. Ça, c'est le deuxième exemple qu'on peut trouver. Troisième exemple qu'on peut trouver, c'est dans la logistique. Alors, je vais vous donner un concret. On a automatisé le port de Livourne avec de la 5G en Italie. On a fait des jumeaux numériques. On a des véhicules autonomes qui transitent et qui gèrent en intelligence artificielle les containers et leur transport. D'accord ? On a réduit de 8% l'empreinte carbone. Donc vous avez comme ça plein de puits de réduction de l'empreinte carbone dans les industries. Là, en France, par exemple, on va travailler avec ArcelorMittal pour pouvoir justement optimiser la production, réduire les risques associés et réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'était la réponse à votre première question. On pourrait en trouver comme ça beaucoup. Ouais. Ceux qui vont utiliser ces technologies numériques les plus vite en termes d'industrie vont bénéficier d'avantages compétitifs en termes de productivité, mais aussi de réduction et de création d'énergie, d'activités non carbonées. Alors maintenant, est-ce qu'il faut encadrer ? Il y a deux choses. Il y a, encore une fois, le grand public et il y a la partie entreprise. Sur la partie grand public, c'est pas un encadrement, c'est plutôt de l'éducation. Il faut éduquer les gens à l'impact de leur consommation. Parce que vous ne pourrez pas ralentir la consommation en termes de trafic. C'est un besoin qu'on a de communiquer de plus en plus. On va se déplacer de moins en moins. On veut accéder à une vie numérique. On va demander cette consommation. Mais par contre, il faut éduquer. Quelques exemples simples. Je ne connais pas le nom de l'application. Il y a une application des jeunes qui prend des photos et ils s'envoient des photos. Mais ils ont détourné l'application pour s'envoyer des messages. Mais elle ne marche pas si vous ne prenez pas une photo. Donc ils se prennent leurs pieds et s'envoient un message. Et donc vous transitez des photos qui ne servent à rien. En termes d'éducation, on n'a pas du tout éduqué les jeunes sur un truc comme ça. Vous regardez aussi les téléphones portables. En termes de technologie de l'information et des communications et d'empreinte carbone, je vais être dur, ce que je vais dire, c'est certainement le téléphone portable qui est le plus mauvais. Ce problème, ce n'est pas la consommation, c'est son coût de production. 90% du coût d'empreinte carbone d'un portable, c'est le coût de production. Et le niveau de renouvellement. Comment ? Voilà, et 10% la consommation. On change les téléphones portables, vous, moi, tous les 2 ans, 22 mois, ou 20 mois, dans ces eaux-là, d'accord ? Pourquoi on fait ça ? Eh bien, on n'a qu'à le changer une fois tous les 2 ans, ou tous les 4 ans. Eh bien, vous allez réduire votre empreinte carbone fondamentalement. Mais qui le sait ? Donc, c'est un problème d'éducation dans le grand public. Dans l'industrie, ce n'est pas un problème d'éducation. C'est un problème de transformation digitale pour modifier les modes de fonctionnement et les processus. Mais il y a beaucoup de résistance, ou de, on va dire quoi, de manque de compréhension. Là, il y a besoin d'avoir une régulation ou plus un support politique pour accélérer la prise de conscience. Alors le Covid, finalement, a aidé. Le Covid s'est fait rendre compte aux entreprises qu'il fallait accélérer la digitalisation et la numérisation des processus. Pas uniquement la communication des employés, mais la numérisation des processus. Et donc, on sent une accélération, au moins dans les très grosses boîtes en France, à vouloir mettre en place ce type d'outils actuellement. Mais là, ce n'est pas de la régulation, c'est de l'incentive pour que ça ait lieu. Et le grand public, c'est l'éducation. Donc je ne dis pas régulation, je dis éducation et je dis incentive. Emmanuel, chez SFR, est-ce que vous développez déjà des usages bas carbone, entre guillemets, en matière de 5G et pareil, en matière d'encadrement de cette technologie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur l'encadrement, naturellement, on n'est pas favorable à un excès, on va dire, de régulation ou d'encadrement. On est déjà extrêmement régulé. Les opérateurs ont dépensé sur les 10 dernières années à peu près 93 milliards d'euros en investissement dans les réseaux. Et les réseaux, ils servent aux entreprises et ils servent au grand public. Donc l'encadrement est gênant. Et d'ailleurs, pour compléter un peu ce point, aujourd'hui, quand les consommateurs vont utiliser Netflix, vont utiliser Amazon Prime et d'autres services de vidéo, ce sont les opérateurs qui financent le redimensionnement des réseaux. C'est pas du tout un refinancement qui est mené par les grandes plateformes, les GAFA qui posent la vidéo. Donc on est demandeurs, nous, d'une régulation, mais plutôt sur les producteurs de contenu qui vont générer une grande consommation
de réseau, et donc un besoin chez nous de réinvestir en permanence sur de la capacité. Et vous parliez tout à l'heure du doublement régulier des Il va y usages. avoir des incentives aussi là-dessus vis-à-vis des GAFA, c'est-à-dire, Exactement. je pense au Covid notamment, on a demandé à Netflix de réduire un petit peu, en tout cas, la Et ils ont qualité suivi. de ces films, et ils ont suivi. Bon, je ferme la parenthèse, mais... Et ils ont suivi. Donc ça, c'est un point sur la partie régulation qu'il faut avoir en tête. On peut aussi parler des impacts qu'on a eu sur des choix d'arrêter les technologies chinoises sur la 5G, et qui a amené aussi des investissements complémentaires chez les opérateurs. Pour rebondir sur la partie équipement, moi je vois les choses positivement. Il y a un énorme développement des produits recyclés, des produits reconditionnés, des secondes vies. Il y a 5 ans, c'était un épiphénomène. Aujourd'hui, c'est généralisé. Le consommateur n'a pas peur de racheter un téléphone un peu ancien et refurbished, donc remis à neuf ou juste nettoyé. Back market. Exactement. Et même nous, chez SFR, on a des points dans nos points de vente. On peut ramener un téléphone, on peut acheter un téléphone reconditionné. On a aussi des obligations, on parle de régulation, de fourniture d'équipements reconditionnés pour les acteurs publics. Quand on est sur des appels d'offres sur de la mobilité, on y répond, donc ça favorise les choses. Donc ça, c'est une régulation qui nous aide aussi à forcer les éléments. Mais quand on parle de reconditionner, on est sur un marché aussi aujourd'hui où on n'a pas assez de produits reconditionnés. Et donc on a une pénurie de produits reconditionnés. Les gens gardent leurs terminaux chez eux. Les gens le gardent, ou les circuits de reprise sont difficiles, ou la valeur de reprise est très basse, aussi basse parce que parfois on va ramener son téléphone pour le vendre 4 ans après, alors que finalement depuis 2 ans il est dans le tiroir. Donc ça, c'est une éducation qu'on doit amener, et on doit valoriser et travailler sur ce circuit de reconditionnement. Ensuite, sur les produits, les applications qui permettent de baisser la consommation, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Si je prends l'exemple de l'eau, quand on regarde les circuits d'eau, il y a 2 sujets. Il y a la collecte d'informations chez le particulier. Donc c'est vrai que plutôt que de déplacer une personne qui va consommer de l'énergie pour aller relever un compteur, les compteurs d'eau deviennent communicants. Je crois qu'il y a 15 millions, il y a 25 millions de compteurs d'eau en France, il y en a 15 millions qui sont communicants aujourd'hui. Donc c'est déjà quelque chose qui est extrêmement adopté, et cette communication passe par la carte SIM. Alors pas besoin de la 5G pour ça, la 4G suffit d'ailleurs. La 5G répondra demain à un besoin d'hyperdensification des capteurs sur le territoire. Et puis, si je reste sur le domaine de l'eau, une des problématiques qu'on a aussi, et je pense que ça touche beaucoup les acteurs publics, c'est la déperdition d'eau, les fuites qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas parce que ça se passe à 3 mètres sous terre, et qu'on n'a pas des capteurs qui sont placés tous les 10 mètres ou tous les 100 mètres, etc. En mettant en place des systèmes de mesure connectés permanents, on peut commencer à mesurer des déperditions d'eau sur le long du circuit de transfert. Et à localiser les fuites. Et localiser les fuites, exactement. Et donc ça permet d'améliorer cette ressource qui devient une ressource rare et de la travailler. Même sujet sur l'électricité. L'électricité, on est souvent amené à surproduire de l'électricité parce qu'on a des pannes à certains endroits. Ça, c'est sur le territoire national. Je crois qu'il y a une expérimentation en Occitanie, l'Occitanie Grid, je ne sais pas si vous allez en parler, qui a permis justement de mieux détecter où étaient les pannes dans la transmission de l'électricité, et d'améliorer le délai de réparation de 45 minutes. Tout ça, à la fin, ça permet d'améliorer le confort de vie et indirectement ou directement la consommation d'énergie, et donc favoriser une amélioration éco-durable, on va dire, sur le territoire. Stéphane, chez Bouygues Télécom, quels usages vous déployez? Alors, comme on dit, il y a l'usage grand public et l'usage entreprise. Grand public, pareil, on a des programmes pour inciter, pas juste faire de la pédagogie, inciter les gens à redonner leur téléphone. On reprend, on recycle, on reconditionne pour que les gens gardent leur téléphone le plus longtemps possible. Parce que comme le disait Franck, aujourd'hui, chez un opérateur télécom, l'empreinte carbone, 80%, ça vient du mobile. Donc aujourd'hui, on peut faire de gros efforts sur le réseau, mais il y a un gros effort qui doit être fait aussi sur les mobiles. Autre sujet qui est important aussi, c'est inciter et éduquer la personne sur qu'est-ce que je consomme avec mon mobile. Aujourd'hui, sur le téléphone mobile, on a lancé une application qui s'appelle Mon empreinte smartphone, où on explique aux clients, tu as consommé autant en Wi-Fi, autant en 5G, et on essaye de donner l'équivalent CO2 avec plein d'exemples, combien tu as consommé. Et ça, je pense que c'est un moyen aussi d'éduquer, et nous, en tant qu'opérateurs, on a ce rôle à jouer. Dans le domaine de l'entreprise, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des exemples avec la 5G. Aujourd'hui, on a des travaux où, par exemple, on a travaillé avec une entreprise, ça va plaire, parce que c'est dans la Smart City, une forme de Smart City. Quand on creuse des tranchées pour mettre des câbles, en fait, on vient filmer avec un téléphone. Pourquoi on a besoin de la 5G? C'est parce que c'est une définition très forte, et on est en train de numériser toute la ville tant qu'il y a des travaux.
Et en fait, ce que l'on fait après, c'est que la ville a une maquette numérique. Donc, quand demain, il y a une intervention, quand je dois changer un câble ou quoi que ce soit, j'ai cette maquette numérique et je repasse avec mon téléphone mobile l'endroit où c'était creusé il y a peut-être 2 ans ou 3 ans et j'ai une visibilité de ce que j'ai. Donc ça permet aussi d'économiser pas mal de choses. Il y a aussi ce que l'on fait, et ça, c'est un domaine qui va arriver avec la 5G. La 5G, c'est 3 étapes. La première étape, c'est plus de débit, une latence plus faible. Il y a la deuxième étape qui va être la 5G, ce qu'on appelle SA, avec le côté beaucoup plus fiabilité et des latences encore plus faibles. Il y a le côté Internet des objets. Et c'est un domaine qui, ça, je pense, est extrêmement important pour le développement durable et pour le côté de ce que va apporter la 5G. On a donné des exemples, l'exemple de l'eau. Moi, j'ai un client dans l'Internet des objets. En fait, il avait un compteur d'eau. Il a des compteurs d'eau dans tous ses hôtels. Et il nous disait, dans tous mes hôtels, j'ai besoin de vérifier quelle est la consommation d'eau, parce que toutes les nuits, normalement, j'ai un point mort. Et si je n'ai pas un point mort, j'ai une fuite. Et ça veut dire que nous, on a été capable, parce qu'il avait des milliers d'hôtels, d'identifier toutes les fuites dans ces hôtels. Il a fait une grosse économie. On a fait la même chose avec la filiale de Sobre, la filiale de la Poste, où on a été voir les compteurs d'eau et l'énergie qui étaient consommés, et les compteurs électriques, pour dire, voilà, où je suis en train de surchauffer le week-end, où j'ai des déperditions, où les statistiques sont pas bons. Donc quand on utilise bien les données récoltées par tous ces objets qu'on est en train de mettre un petit peu partout, on est vraiment en train de faire de l'économie. Dans le domaine de l'agriculture aussi, on a des drones aujourd'hui avec des caméras qui sont de plus en plus en haute définition, mais ça va nous permettre d'identifier les endroits où je dois arroser plus particulièrement ou remettre un petit peu de produits particuliers. Mais c'est vraiment toutes ces technologies, il ne faut pas l'avoir juste comme un frein ou comme quelque chose qui va venir salir, mais c'est vraiment, si on l'utilise bien, je pense que c'est un vrai vecteur de progrès et un vecteur aussi de sociabilisation et aussi d'amélioration de l'environnement autour de nous. Bertrand Serpe, à Toulouse, quel type de projet vous avez en 5G? Est-ce que vous misez, est-ce que pour vous c'est une techno-clé, notamment dans le domaine des transports, de l'énergie, etc., mais pour baisser un peu votre empreinte? Alors, tout à fait. Alors, avant de répondre à votre question, je veux juste rajouter quand même que Toulouse s'est engagé dans une démarche totalement sobre et inclusive en matière de numérique. Parce qu'il ne faut pas opposer la transition, ce qu'on appelle digitale, numérique, et la transition écologique. Donc on est beaucoup en train de travailler sur ça à Toulouse, avec tous les exemples que vous avez cités, évidemment, dans le cadre des Smart Cities. Et on a même une réflexion au niveau national, puisque je préside la commission numérique de France urbaine, et on travaille sur un manifeste, on a travaillé sur un manifeste des territoires intelligents qui aborde toutes ces problématiques de sobriété et d'inclusion. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'inclusion, parce que c'est un facteur aussi exclusif parfois quand on n'a pas la 5G, la 4G, la 3G. Effectivement, pour les territoires, c'est très important. Et pour terminer sur ce sujet, on a eu une démarche tout à fait originale, c'est qu'on a délibéré avec 77 propositions d'engagement comme une charte sur la métropole toulousaine, avec effectivement un certain nombre de points dont vous en parliez, par exemple pour les marchés publics, pour parfois faire des commandes sur des matériels qui ont déjà été utilisés, et pas forcément des matériels neufs. Donc c'est qu'un exemple, il y en a 77, pour dire que finalement cette démarche, elle est quand même vertueuse. Alors à Toulouse, on a une expérimentation en cours qui s'appelle Vol de nuit, qui est sur l'ancienne, piste, aérodrome de Saint-Exupéry, et où on travaille sur effectivement comment combiner un certain nombre de technos. Vous avez bien sûr la 4G, la radio, LTE, mais aussi la 5G, avec des partenariats public-privé, donc c'est important de cette co-construction que l'on mène sur nos territoires, et avec il y a un fonds FEDER, c'est issu des PIA 3, enfin je ne vais pas rentrer dans la techno, c'est pas très intéressant, mais en tout cas ça nous permet de développer par exemple des lampadaires avec des capteurs qui permettent de recueillir un certain nombre de données, de travailler sur l'éclairage public, de travailler aussi sur la transmission au pari d'IoT de end-to-end, d'objet à objet, et avec l'ambition aussi de quelque part de ce projet Vol de nuit, de travailler sur un réseau 5G indépendant, puisqu'on a effectivement un réseau d'infrastructures métropolitaines, un RIP, effectivement, comme toute grande métropole ou ville, en tout cas, ça a été une décision politique il y a quelques années, et comment travailler avec toutes ces technos pour améliorer la ville, et faire en sorte que cette ville soit plus, plus écologique,
plus sobre, plus inclusive et plus facile à vivre pour les Toulousains dans la vie quotidienne. Quand vous allez, par exemple, vous rentrez dans Toulouse, que vous ayez une info comme quoi c'est pas la peine d'aller en plein centre de la ville parce qu'il y a trop de trafic, il vaut mieux laisser votre voiture et utiliser les transports en commun parce que vous ne serez jamais à l'heure à votre rendez-vous place du Capitole, par exemple. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui serait coordonné sous forme d'une plateforme d'intelligence artificielle, une plateforme X ou Y, qu'on est en train d'ailleurs de développer dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ville Agile, du PIA 3 aussi, donc Ville Agile, qui est notamment c'est une plateforme numérique qui va nous permettre de travailler sur tous ces nouveaux process en lien avec l'IA. Et ça, c'est des façons de pouvoir envisager l'avenir de façon sereine, en se disant qu'il y a une acceptabilité, comme on l'a dit du début du public. Avec un encadrement. Avec un encadrement, et c'est là où je veux en venir aussi. Un encadrement qui peut être à la fois au niveau des territoires, comme je l'ai expliqué, et au niveau national. Et on travaille aujourd'hui sur un projet de livre blanc, les grandes métropoles françaises, pour proposer aux prochains candidats aux élections présidentielles, l'ensemble des candidats, effectivement un certain nombre de propositions qui iraient dans ce sens. Parce que avec France Urbaine. Avec France Urbaine, notamment, mais pas que, avec l'AMF, avec l'Association des communes de France, avec l'ensemble des acteurs qui voudront bien, Open Data France aussi, que j'ai présidé pendant 3 ans, tous ces acteurs associatifs pour essayer de, quelque part, alors réguler, je préfère le mot réguler que légiférer, parce que légiférer, parfois, ça amène à de la norme, et de la norme, c'est un peu contraignant, mais parfois, on est obligé aussi de passer par là. Donc, il y a une réflexion à avoir sur ces sujets, et notamment en lien avec l'Europe. Vous savez que la France va prendre la présidence de l'Europe pendant 6 mois, là, avant la présidentielle. Donc c'est le moment aussi de pouvoir relayer ces sujets. Alors l'Europe travaille beaucoup sur le numérique inclusif et la sobriété, mais il faut que ça se fasse beaucoup plus en lien avec les territoires. Et nous, on est là justement avec les acteurs et entrepreneurs qui sont autour de la table, de pouvoir se dire qu'on a une voix qui pèse et on veut peser sur le débat. Très bien, merci. Franck, je reviens vers vous. C'est vrai que depuis qu'on parle de la 5G en France, donc au moment même, avant même les enchères de fréquences, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, a ouvert des plateformes d'expérimentation pour inciter les industriels à se saisir de la 5G, notamment pour développer des usages bas carbone dont on parle aujourd'hui. Mais franchement, ça n'a pas vraiment marché. Il y a eu en tout cas au début une très faible appétence des industriels pour la 5G et pour ces nouveaux usages. Alors ma question elle est très simple, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que les choses sont en train de changer? Alors, d'abord, il ne faut pas focaliser ce débat-là sur une technologie. C'est le débat de la transformation digitale et de la numérisation et de l'automatisation des processus industriels. C'est ça le vrai débat. S'il faut technologie A ou B ou C ou D, ce n'est pas le fond du problème. Et je pense qu'en France, on est allé dire aux entreprises, allez-y avec la 5G, sans les accompagner sur l'automatisation et le changement de processus. Alors, c'est-à-dire ce qui a accéléré le processus, c'est en fait le Covid. Parce que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'on ne pouvait plus vivre sans avoir un plan de transformation digitale. C'était une question de survie, à la fois d'un point de vue productivité, de compétitivité, mais aussi justement pour entrer dans l'économie décarbonée. À partir de là, ils se sont engagés progressivement dans cette démarche-là et ils regardent quelles technologies doivent utiliser pour soutenir la transformation de leur processus. Et donc, on a vu, nous, une accélération dans ce domaine-là. On a même fait une étude au niveau Ericsson qui s'appelle Industry Lab et qui dit que dans les 5 ans, on va avoir beaucoup d'industries qui vont se transformer avec à leur cœur des jumeaux numériques, de l'intelligence artificielle, des robots ou des machines commandées à distance, également de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Donc, ces technologies sont identifiées et beaucoup de grosses entreprises regardent actuellement. Les petites et moyennes sont encore un petit peu en retrait. Il va falloir un peu plus d'éducation. Et cette étude a dit qu'en France, la moitié des industriels pensent que sous 10 ans, ils auront automatisé 80% de leur processus. Donc, bien sûr, la 5G va rentrer là-dedans. Mais au début, ça commence avec de la 4G. Aujourd'hui, on travaille depuis pratiquement 1 an, on commence à avoir de plus en plus de demandes. Ça commence toujours par de la 4G
qui remplacent les technologies comme Tetra ou qui remplacent le Wi-Fi pour des questions de performance, de sécurité. Et puis après, tiens, faisons une expérimentation 5G, on va plus loin dans les processus industriels. C'est progressif comme approche. Mais le changement a lieu actuellement. Emmanuel, est-ce que vous aussi, vous constatez que le Covid a eu un effet un peu catalyseur là-dessus, ou est-ce que globalement, vous estimez que les industriels traînent encore un peu les pieds? Il y a plusieurs sujets. Premièrement, le Covid a accéléré des comportements, ou en tout cas une prise de conscience de l'importance du numérique dans la vie de tous les jours, que ce soit au grand public ou dans l'entreprise. Enfin, on ne va pas nier ce fait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne s'appelle plus sur ses téléphones fixes. On s'appelle, on se fait un Skype, on se fait un Teams au quotidien. Le premier mot qu'on dit, tu n'as pas mis ta caméra. C'est plein de choses comme ça, les comportements ont évolué. Donc oui, la situation sanitaire, du fait du télétravail, du fait de changement de comportement, parce qu'on se rend compte qu'avoir des développeurs qui sont à distance peut fonctionner, ce qui est un modèle très anglo-saxon, mais qui n'était pas adopté en France, les choses sont accélérées. Ensuite, pour que la 5G prenne, et je vous rejoins, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question plus globale, il faut d'abord un écosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, au travers des territoires, au travers des initiatives comme France Relance, de pouvoir accompagner des acteurs qui vont innover, créer des choses en rupture. Parce que finalement, l'innovation, c'est déjà de créer des choses en rupture, et c'est d'aller au-delà des comportements. Regardez le nombre de licornes qui sont nées en France sur les dernières années, c'est extraordinaire. Et donc, il y a quelque chose qui se crée en France aujourd'hui en termes de création d'entreprise et en termes d'innovation qui est importante. Donc, il faut un écosystème. Il faut des réseaux, on les a. On investit, les opérateurs investissent lourdement dans les réseaux. Il faut ensuite des acteurs qui sont prêts à changer, et là il faut être patient. Une usine, c'est des années d'investissement. Donc un patron d'usine, il investit, agit, dans le Wi-Fi par exemple, parce qu'il veut apporter de l'automatisation. C'est des gros capex, des gros investissements, et puis il va réinvestir au bout de 7, 8 ou 10 ans. Quand on passe sur un modèle opérateur, on passe sur un modèle d'abonnement. Donc c'est un changement de comportement. On est sur un modèle de loyer. Et rien que ça, chez nos clients, c'est une vraie rupture. Donc il faut être patient, il faut qu'ils adoptent ce système-là et qu'ils se l'approprient complètement. Donc, mais il faut être patient. Quand on a lancé la 3G, on a eu les licences, après on a eu le réseau, et un an après, on a commencé à avoir des téléphones qui n'étaient pas terribles. Quand on a lancé la 4G, on a eu les licences, et puis le réseau et les téléphones. Là, c'est extraordinaire. On a lancé la 5G, on a eu le réseau, qu'on a testé, notamment à Toulouse. Ensuite, on a eu les licences, et on a eu des super téléphones, puisque c'était le haut de gamme des différents fournisseurs. Donc, la technologie va très vite, mais après, il faut que l'homme accepte, adhère et se transforme, et c'est ça le sujet important. Donc, il faut être patient, mais moi, je suis assez convaincu sur le fait que la transformation se fait avec les nouvelles technologies. Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel? Est-ce qu'il y a aussi cet écosystème en France pour développer certains usages? Pardon, je fais aussi le comparo avec la Chine. On a l'impression quand même que ça va beaucoup plus rapidement que chez nous, notamment sur les usines connectées. Est-ce qu'il n'y a pas un gap quand même qui est en train de se faire entre la France, l'Europe et la Chine? La Chine, il y avait une volonté politique très forte et ils n'avaient pas trop de soucis pour pousser les antennes et il y avait une volonté politique très forte et c'est pour ça qu'ils sont allés très vite. Mais je pense qu'en France, et moi je l'ai vécu depuis le début de la 5G, on est en train de là passer un virage. Au début, les entreprises, on faisait de l'éducation, on faisait de la pédagogie, on leur expliquait ce que faisait la 5G. Alors, vous parliez tout à l'heure d'Olivier Rossa, nous on a essayé d'être assez humble en disant ça ne va pas tout changer d'un coup. On a essayé d'expliquer que la 5G, ce serait progressif. Mais on était en éducation. Aujourd'hui, nous on a je ne vais pas dire des tonnes, mais on a un certain nombre de projets. Et je suis assez d'accord, c'est un écosystème. Nous, pour favoriser cet écosystème, on a créé ce qu'on appelle un Open Lab. Parce que comme le disait Franck tout à l'heure, c'est pas juste une technologie, c'est des usages. Et je l'ai vu avec l'IoT, je l'ai vu avec de nombreux projets. Et donc nous, on s'est associé avec des grands ESN, Capgemini, IBM, Accenture. Dans le cadre de l'Open Lab? Dans le cadre de l'Open Lab. Pourquoi? C'est parce que nos clients, on va leur donner, j'aime bien, parce que la 5G, quelque part, c'est un terreau d'innovation. On va l'installer dans l'entreprise, mais après, il faut accompagner nos clients, parce qu'une technologie, c'est pas juste l'installer, il faut qu'elle soit rentrée dans les process, il faut qu'elle soit adoptée par les utilisateurs. Et là, on rentre dans ces systèmes, et moi, j'aime bien travailler avec les clients pour voir qu'est-ce que la 5G ou d'autres technologies, c'est la fibre, parce qu'il n'y a pas une technologie pour tous les problèmes, il y a des technologies pour répondre à des problèmes. Aujourd'hui, on en a un certain nombre de projets. On a fait avec les chantiers de l'Atlantique. On est en train de construire aujourd'hui les nouveaux paquebots, les chantiers de l'Atlantique avec de la 5G. Ils ont ce qu'on appelle un BIM, ils ont une maquette numérique du paquebot sur des tablettes 5G. Là, on a besoin d'un gros débit, mais ça donne de l'avance
aussi au chantier de l'Atlantique. Ça nous permet d'être compétitifs. On travaille aussi avec, vous parliez du plan de relance, on a lancé un projet qui est juste son début, mais on est en train de lancer un projet qui s'appelle Open Road. Open Road, on va travailler, vous le disiez tout à l'heure, pour l'empreinte économique. Franck, vous disiez, la voiture autonome, c'est important. C'est ce qu'on est en train de faire. On est avec 24 entreprises différentes, dont les fabricants de voitures en France. On va les tester des navettes autonomes sur Vélizy pour emmener les gens qui habitent dans les lieux de résidence, sur des commerces ou sur des lieux où j'ai le TER et ainsi de suite, pour justement faciliter cette mobilité douce. On a un projet avec Accenture et Dalkia sur les bâtiments connectés. Qu'est-ce que la 5G demain va apporter à ces nouveaux bâtiments? Aujourd'hui, j'avouerai qu'il y a un an, on était en pédagogie. Là, la France se réveille, le plan relance a aidé. Et je pense que le plan relance, en dehors de l'aspect financier, ce qui était le plus important, c'était le fait de créer un écosystème et de mettre plein de gens ensemble qui parlaient solutions et pas technologie. Et ça, je pense que c'est important. Bertrand, est-ce que vous, de votre côté, à Toulouse, vous constatez effectivement que la France se réveille ou pas dans les projets, les 77, je crois, projets que vous évoquiez tout à l'heure? Est-ce que quand vous les lancez, vous avez des difficultés à trouver les bons industriels, les bons interlocuteurs ou pas? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour par rapport à ça? Je ne sais pas si la France se réveille, en tout cas Toulouse ne se réveille pas, il y a longtemps qu'elle a été réveillée. Mais c'est vrai que la Chine, c'était 2012, dès 2012, bien avant, ils ont commencé, mais c'est un autre débat. Ils sont très en avance sur nous et on est effectivement, je pense, assez en retard. Mais c'est globalement, c'est en France et en Europe. Hein, ça, c'est les grands enjeux entre les GAFAM, les BATX et tous ces sujets, effectivement, qui nous préoccupent, mais qui est un autre débat. Oui, à Toulouse, ce travail préparatoire qu'on a fait déjà le mandat précédent nous a permis aujourd'hui d'aboutir, et je vais citer un exemple peut-être très concret, vous parliez du véhicule autonome, puisque c'est en lien avec effectivement ces débits forts. Le ministre Djebari est arrivé à Toulouse pour dire que notre véhicule autonome, qui était une start-up toulousaine, d'un écosystème toulousain, développé il y a maintenant 5-6 ans, et qui a fait le tour du monde, j'ose dire, puisqu'ils étaient à Taïwan, partout on les a accompagnés avec Business France, et c'était très important pour eux. Ce véhicule autonome, il va être autorisé à effectivement pouvoir non plus être expérimental, mais pouvoir finalement être ce véhicule du dernier kilomètre dont parlait Christian Estrosi dans la table ronde tout à l'heure, qui permettra, dans le cadre de la logistique par exemple, bien d'arriver avec vos gros camions, parce qu'il y aura une ZFE effectivement à Toulouse, de laisser vos gros camions en dehors de la métropole et puis de pouvoir entrer avec des véhicules plus agiles, moins polluants, électriques, autonomes, sur le centre des villes. Alors ça, c'est un progrès qui participe finalement à cette décarbonation qu'on souhaite tous, dans le cadre de l'innovation qu'on porte tous, parce qu'il n'y a pas une grande métropole, ni même un territoire rural qui verse dans l'innovation, parce qu'il faut dire aussi que je discutais avec un jeune professeur il y a 2 jours à Toulouse, qui m'expliquait qu'il habitait dans le Comminges, donc à Saint-Bertrand-de-Comminges, au pied des Pyrénées, dans un petit village bien connu pour la tribune, très beau village, là où il y a le village chaque année, et qui me disait que s'il n'avait pas la 4G, s'il n'avait pas bientôt la 5G, il ne pourrait pas travailler, faire du télétravail à son domicile, parce que c'est compliqué. Et ça fait partie de l'exclusion que nous, les métropoles, on souhaite accompagner ces territoires ruraux. D'ailleurs, c'est le souhait de Jean-Luc Goudin, président de la métropole Toulouse, de travailler en fait sur le rayonnement, et non pas le ruissellement, le rayonnement des territoires métropolitaines, des aires métropolitaines, pour développer ces nouvelles innovations. Donc, ces cas d'usage, ils sont à définir, ils sont à modérer aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire et faire n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans l'absurde non plus. En matière d'immobilier, on n'a pas le temps, ou de logement, on pourrait en parler aussi, avec le BIM, vous l'avez cité. Il y a effectivement des progrès immenses, les jumeaux numériques, qui nous permettent de planifier la ville de demain et de voir comment on pourra évoluer dans un environnement plus décarboné et avec beaucoup plus de facilité et d'innovation au quotidien. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Merci bien.